à tous. Merci énormément d'être présent à ce nouveau rendez-vous du Point Marché avec Carmignac. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de William Charon, qui est spécialiste produit chez Carmignac. Bonjour William. Bonjour à tous, bonjour Imen. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer avec un regard sur les principaux indicateurs économiques, puis notre focus macroéconomique, notre focus microéconomique, notre message de la semaine et enfin quelques idées d'allocation. Comme d'habitude, bien entendu, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, tout d'abord, le regard de William sur les principaux indicateurs économiques donc, de la semaine. William, je te laisse les commenter. Oui, tout à fait. Donc la semaine, donc ça a été une semaine un peu plus courte sur les marchés actions. Ça a été la semaine de Pâques, donc une semaine de 4 jours. Globalement, on se rend compte sur les chiffres que vous pouvez voir à l'écran que la remontée des taux continue à faire peur. On a les actions qui s'inscrivent en baisse, notamment les actions américaines et émergentes, à l'image de la Chine. Et parmi, si on va un peu plus en granularité sur les actions américaines, on a les actions de croissance qui ont souffert, avec le Nasdaq qui perd 2,5% sur la semaine. De la même manière, on a les taux qui ont continué à monter, donc ça a pesé sur les indices obligataires, comme on l'avait expliqué il y a maintenant quelques semaines. Et sur les matières premières, on a vu après deux baisses hebdomadaires consécutives, on voit le pétrole rebondir fortement. Il repasse au-dessus des 100 dollars la semaine dernière. Et on a également l'or. Donc l'intérêt des investisseurs pour l'or continue de se renforcer, et on a l'or qui continue à avoir un nouveau gain euh, hebdomadaire. Donc tout ça, toute cette remontée des taux qui continue à faire peur, elle est due sur plusieurs raisons. Il y a eu les chiffres de l'inflation, on va en parler juste après. Il y a eu le meeting de la Banque centrale européenne avec notamment Christine Lagarde, qui a au final pas annoncé de grandes nouvelles, mais elle a confirmé ses dires. On s'attend à plus d'informations au prochain meeting en juin, mais ça a quand même pesé sur l'euro-dollar. On le voit, l'euro-dollar l'euro continue à s'affaiblir vis-à-vis du dollar. Donc globalement, on est dans ce contexte de remontée des taux qui continue à faire peur. D'accord. Alors justement, tu l'as dit tout à l'heure, ton focus macroéconomique concerne de nouveau l'inflation. Et la question que tu poses, c'est est-ce que justement, ça va pas être un sujet plutôt en fait annuel, tout simplement. Donc, je te laisse commenter la slide éventuellement que tu nous as transmise. Alors, Alors, tout à fait, l'inflation, c'est le sujet de la semaine, le sujet de l'année, peut-être même le sujet des futures années. Euh, Globalement, on a eu 4 chiffres d'inflation la semaine dernière, donc ça a été assez important. On a le plus important, c'est aux États-Unis, plus 8,5% en annualisé. On a également l'Allemagne, le Japon, qui est à plus 9,5% en annualisé. Et assez étonnamment, peut-être, on s'attendait vraiment pas à ça il y a 2 ou 3 ans, on a l'Inde qui est au final l'inflation la plus faible parmi ces 4 pays, ce qui est assez étrange. On parle quand même des États-Unis, de l'Allemagne, du Japon, et c'est l'Inde qui a l'inflation la plus faible, à quand même 7%, mais qui reste la plus faible. Avant de peut-être de rentrer un peu plus en détail sur l'inflation américaine, je voulais faire un petit point un petit peu pédagogique, comme on a l'habitude de faire sur l'inflation cœur. Et sur en fait comment on va calculer l'inflation, qu'est-ce qu'on va regarder quand on regarde une inflation. Donc bien entendu, on a ce chiffre par exemple, on va prendre l'inflation américaine de 8,5% en annualisé. Ce chiffre, c'est l'inflation globale. Néanmoins, les investisseurs, les économistes et surtout, ce qui nous intéresse en ce moment, les banques centrales, ce qui va les préoccuper davantage, c'est l'inflation qu'on appelle cœur ou core en anglais, qui correspond à une inflation où on retire certains éléments qui vont être plus fluctuants. Donc, je pense notamment aux matières premières agricoles, aux matières premières de l'énergie, donc les prix du pétrole, les prix des gaz. On a également tous les prix qui sont régulés par les pouvoirs publics, donc le tabac. Et donc tous ces prix qui sont plus volatiles pour les prix de l'énergie ou agricoles, ou les produits de saison, ou des choses comme ça, on va les exclure. Et du coup, on va retomber sur une inflation
cœur, qui est une inflation beaucoup plus qui correspond aux biens et services et qui correspond vraiment à l'inflation réelle de long terme. Et c'est ça que les banques centrales vont regarder en détail, et c'est ça qu'il faut regarder si on veut anticiper potentiellement des futures hausses de taux, des choses comme cela. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Donc il y a l'inflation pour le mois de mars qui a été annoncée, qui était donc, comme je l'expliquais, à plus 8,5% en annualisé. Sur le mois, ça équivaut à plus 1,2%. Et dans cette contribution, on a une contribution du secteur de l'énergie et de l'alimentaire qui est quasiment des trois quarts. Donc on a beaucoup de cette part fluctuante. La part cœur, c'est la part, si vous le voyez sur le graphique de 2, l'inflation cœur, c'est l'inflation à la fois grise et bleue. Néanmoins, cette inflation cœur, on s'aperçoit qu'elle est en légère baisse sur le mois. On s'attendait à plus 0,5% sur le mois. Elle s'affiche au final à plus 0,3%. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle en se disant cette inflation cœur, justement, elle est en train de diminuer. C'est ce qu'on attend. Néanmoins, nous, chez Carmignac, on va un petit peu plus loin que cette inflation cœur. On a une inflation qu'on appelle super cœur, ou quelque part une inflation qui va exclure un panier de réouverture. Alors, je m'explique rapidement. Un panier de réouverture, c'est qu'on a constaté qu'avec la crise du Covid, il y avait des secteurs au sein de ce panier cœur qui pouvaient dépendre réellement d'une réouverture des économies suite à la fermeture. Donc on voit, c'est la partie grise sur le graphique de droite, on voit dans ce panier de réouverture, on trouve les hôtels, les voitures, voitures neuves, voitures d'occasion, donc qui sont dépendantes justement de la réouverture des économies. On voit que sur l'année 2021, c'est ça qui a particulièrement pesé sur cette inflation cœur. Et on voit que sur le mois dernier, en fait, c'est cette partie de panier de réouverture qui a fait baisser l'inflation cœur. Parce que l'inflation super cœur reste à un niveau très élevé. Et c'est ça que les banques centrales regardent. Et au final, cette inflation super cœur, elle est toujours très présente, elle est toujours persistante. On a eu une baisse du panier de réouverture qui est due des facteurs techniques sur les véhicules d'occasion, mais qui pourraient au final repartir parce que cette baisse sur les véhicules d'occasion, néanmoins elle est dépendante de la chaîne d'approvisionnement, et en ce moment il y a des difficultés en Chine sur les chaînes d'approvisionnement, et donc on peut s'attendre à ce que cette inflation reparte, mais ce qui est important, c'est que cette inflation super cœur est toujours aussi persistante. Et donc, c'est une inflation, comme j'expliquais, qui est suivie par la Banque centrale américaine, donc la Réserve fédérale, et qui explique le durcissement de la politique monétaire, le choix des États-Unis de durcir la politique monétaire pour combattre l'inflation. Je vous ai D'accord. pas parlé de la Banque centrale européenne qui a parlé cette semaine, parce que notamment, comme je l'expliquais, ils n'ont rien dit de nouveau. On s'attend à plus d'informations en juin, mais néanmoins, en Europe, combattre l'inflation est un peu différente. On ne le fait pas forcément que par la normalisation de la politique budgétaire, on le fait aussi grâce au stimulus budgétaire. On l'a notamment vu en France avec des chèques énergie. Et donc, en Europe, la Banque centrale est, elle, un peu plus préoccupée par la croissance future. Et c'est pour ça que, bon, pour le moment, le marché en général s'intéresse plus à ce qui se passe du côté des États-Unis. D'accord, c'est entendu. Merci énormément pour cette minute pédagogique qui est très clairement éclairante, justement. Donc, inflation cœur et inflation super cœur. Donc, du coup, à présent, on va passer à l'actualité microéconomique qui, cette semaine, va concerner le secteur du luxe, pour le coup. Tout Je te à fait. laisse la parole, William. Donc, qu'est-ce que, justement, nous montre aujourd'hui l'évolution du secteur du luxe? Alors, ça a été, comme je le disais, donc ça a été un peu compliqué pour des valeurs de croissance. Donc ça peut paraître étonnant qu'on s'intéresse au luxe aujourd'hui sur le côté micro. Euh, mais les valeurs de croissance, il y a différents types de valeurs de croissance. On a des valeurs de croissance qui sont vraiment en très grande croissance, qui n'ont pas vraiment de bénéfices, qui sont pas rentables, et on a des valeurs de croissance de qualité. Et c'est typiquement le luxe. Le luxe reste des valeurs de croissance de qualité. Et là, on est à l'aube d'une nouvelle saison des résultats. Ça a été les premiers résultats ont été annoncés la semaine passée, notamment par les grands noms du luxe. Donc, je pense là, on a pris les exemples d'Hermès et d'LVMH. Ça aurait pu être d'autres. Et on s'est rendu compte que les résultats sont toujours très très bons.
ils battent le consensus sur le chiffre d'affaires. On s'attendait peut-être à un ralentissement sur certaines chaînes d'approvisionnement ou sur certains pays, hein, on pense encore une fois à la Chine. Néanmoins, bah, on s'avère que la demande elle reste très forte, même dans ces pays-là, même si certains magasins sont fermés. Il y a des relais de croissance et donc les fondamentaux restent extrêmement solides pour ces entreprises. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que bah, depuis le début de l'année, les marchés ils sont influencés par la macroéconomie et pas vraiment par les fondamentaux. Donc c'est toujours bien quand même de remettre un pied dans les fondamentaux, de savoir dans quoi on investit. Ces entreprises du luxe, elles ont toujours des fondamentaux extrêmement solides. La saison des résultats qui arrive commençait à faire peur parce que c'est les premiers depuis la guerre en Ukraine. C'est les premiers depuis la remontée des taux aux États-Unis, l'inflation aussi élevée. Donc on s'attendait peut-être bah, à des changements, à des hausses de coûts et on voit qu'au final, bah, il y a toujours des entreprises qui ont des bons fondamentaux et que même si le contexte peut paraître compliqué, même si certains sur le marché estiment qu'une récession est probable, eh ben, on se rend compte qu'il y a des valeurs de croissance, de qualité, qui ont des fondamentaux solides et qui sur le long terme, ont vraiment des moteurs de performance parce que les fondamentaux, c'est les moteurs de performance de long terme. D'accord, c'est entendu. Donc, à présent, passons justement donc, au message de la semaine. Alors, le message de la semaine, pour toi, c'est Alors, le message de la semaine, c'est un proverbe alsacien qui dit plus la montagne est haute, plus la vallée était profonde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que sur le marché, vous pouvez voir peut-être des concurrents annoncer de plus en plus l'inflation arrive à son pic, on arrive au point haut de l'inflation. Déjà, il faut mettre une astérix sur ce point haut de l'inflation parce que l'inflation est dépendante des prix de l'énergie. On n'est pas à l'abri d'un nouveau choc pétrolier si jamais il y avait des nouvelles sanctions contre la Russie, contre le pétrole russe. Donc il faut faire attention à ce point haut de l'inflation et il faut faire attention également à la descente, à la décrue de cette inflation. Et cette décrue, elle risque de prendre du temps parce que justement cette inflation super core, comme on l'a vu, super cœur, pardon, elle est toujours aussi persistante et donc bah, on va s'attendre à une normalisation des politiques monétaires. Ça peut prendre du temps, ça peut nous surprendre également à la baisse, ça nous a surpris à la hausse, ça peut surprendre à la baisse. Et donc c'est pour ça que bah, on a choisi cette illustration avec la montagne et la vallée. d'accord. Et donc, du coup, en termes de stratégie d'investissement, qu'est-ce que ça nous donne en termes d'idées d'allocation? On a, donc on a deux fonds européens, hein, qui est Carmignac Portfolio Grande Europe, qui est un fonds d'action européenne. On a également un fonds une solution patrimoniale qui s'appelle Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, qui elle va gérer le risque action. Mais néanmoins, ces deux entreprises, elles ont en commun deux choses. La première, c'est qu'elles vont le gérant qui s'appelle Marc Denham, il est à la recherche depuis plus de 20 ans. Il a un process très structuré d'entreprises qui ont des perspectives de long terme attractives. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder la rentabilité et il va également regarder le réinvestissement pour les bénéfices futurs. Et donc j'ai pris l'exemple du luxe, notamment ces entreprises sont actionnaires de LVM, ces fonds sont investis dans LVMH, mais c'est vraiment quelque chose, c'est ce genre d'entreprise dans lesquelles on est investi, c'est-à-dire de croissance de qualité, qui ont une vision sur le futur, qui ont des fondamentaux très solides. Et pour illustrer ça, je vais vous prendre la dernière saison des résultats. On a seulement une entreprise parmi les 40 dans lesquelles les fonds sont investis qui ont annoncé des résultats décevants. Donc en dessous des attentes, seulement une seule sur 40. Néanmoins, la performance depuis le début de l'année de Portfolio Grande Europe a baissé. Il y a eu des phénomènes, comme j'expliquais, macroéconomiques, qui ont expliqué bah, voilà, des valorisations plus basses, mais quelque part sur le long terme, on reste convaincu que c'est les fondamentaux qui vont peser et en Europe, on peut trouver des entreprises de qualité, de croissance qui ont des très bons fondamentaux. Donc sur la slide suivante, c'est juste un petit résumé de notre positionnement sur le fonds Carmignac Portfolio Grande Europe, où on voit que bah, justement on trouve ce genre d'investissement dans la santé,
dans la consommation, donc consommation, on pense au secteur du luxe, mais pas seulement, dans la technologie, dans l'industrie également, même si ça peut paraître parfois perturbant, mais l'industrie ne veut pas forcément dire l'énorme usine très dépendante du prix des matières premières et qui pourrait justement souffrir d'environnement inflationniste. Ça peut également être des industries innovantes, et c'est ce dans quoi le fonds est investi, et c'est ce qui euh, aujourd'hui m'amène à vous parler de ce fonds, c'est-à-dire que à court terme, bien entendu, il y a vraiment, si vous êtes effrayé de la volatilité des marchés actions, il y a la solution patrimoniale européenne de Carmignac, Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. En revanche, si vous avez un horizon d'investissement plus long, bah, Carmignac Portfolio Grande Europe, il offre justement euh, cette cette exposition à des secteurs, à des titres qui ont des fondamentaux solides et qui, on pense, une fois que le marché aura digéré la macroéconomie, bah, justement, le marché pourra se réorienter sur ces entreprises aux fondamentaux solides et de croissance. Alors, effectivement, donc du coup, ça nous amène à présent donc à dire qu'effectivement, donc ce sont 2 fonds qui sont disponibles, donc sur, Easy Bourse directement. Donc vous trouverez, les fiches valeurs, grâce au libellé, tout simplement, donc en tapant ça donc dans le moteur de recherche, et vous aurez la possibilité d'accéder directement, à partir de votre espace client justement donc, à cette possibilité d'acquérir justement donc, ces fonds-là. Donc les questions-réponses à présent, donc du coup, une première question concernant justement donc la répartition sectorielle. Alors, tu parlais du secteur du luxe tout à l'heure, tu évoquais notamment 2 valeurs phares. La question, c'est est-ce que la vision peut aujourd'hui justement concerner un secteur entier, ou est-ce que la discrimination doit tout de même aujourd'hui primer et donner des illustrations, si possible, éventuellement par rapport au secteur du luxe? Et est-ce que par ailleurs, justement, d'autres secteurs, à l'instar du luxe, sont en fait affichent aujourd'hui en fait leur épingle du jeu d'un point de vue positif. Et à l'inverse, compte tenu de la configuration, compte tenu de votre scénario central, quel secteur serait éventuellement habité justement en fait au cours des prochains mois. Donc ça, c'est pour la répartition sectorielle. On te laisse répondre, William. D'accord. Alors là, c'est une longue question. Je vais essayer de faire une réponse assez courte. Alors sur le secteur du luxe, bien entendu, il va falloir faire, et comme toujours dans tous les secteurs, faire toujours être. On est actif chez Carmignac. On pense vraiment qu'il faut regarder au cas par cas ce qui peut se passer. Ce qu'on pense sur le secteur du luxe, c'est qu'il faut vraiment se focaliser sur des grands noms où il y a une demande forte. Donc LVMH, on peut penser notamment à Dior. Hermès également, c'est des noms qui marquent, qui ont une demande très forte. On l'a vu encore une fois, la demande est soutenue euh, malgré le contexte économique. On peut s'attendre potentiellement à ce que l'inflation touche les consommateurs et donc potentiellement les clients de ces marques. Néanmoins, on pense qu'en relatif, euh, ces titres-là, ce titre LVMH en l'occurrence qu'on a dans le portefeuille, il peut justement surperformer le secteur du luxe. Comme je l'expliquais, enfin, les secteurs qui peuvent s'en sortir, on a on a différentes entreprises. Je parlais de l'industrie tout à l'heure. On a des entreprises innovantes qui peuvent, au contraire, être un petit peu, peuvent se démarquer de l'industrie de base. Donc, on peut avoir vraiment une vraie différence entre différents titres au sein du même secteur. Je pense également au secteur de l'énergie. On a les énergies renouvelables qui récemment ont bien performé suite à ce qui s'est passé en Ukraine et qui a remis sur la table justement tout cela. À l'inverse, voilà, il y a, il est vrai, il y a comment on appelle ça, des secteurs qui peuvent un petit peu plus souffrir dans l'environnement inflationniste. Je passe notamment à la consommation, ce qu'on appelle dans le retail, donc dans la vente de détail, qui peut justement souffrir des coûts plus élevés parce que c'est des entreprises qui ont des marges plus faibles, contrairement par exemple au secteur du luxe qui ont des marges élevées et donc qui pourraient potentiellement subir une baisse ou une hausse des coûts
puisque la marge restera élevée. Dans la vente de détail, les marges sont plus faibles et elles pourraient souffrir. C'est des secteurs qui pourraient souffrir d'un environnement inflationniste, En particulier la consommation discrétionnaire, pour le coup. par exemple. Tout à fait. D'accord. Une autre question éventuellement, donc concernant donc les émergents. On a beaucoup parlé de la Chine et on continue de Oui. beaucoup en parler aujourd'hui. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que justement donc il y a un prisme. Alors tu parlais beaucoup de l'Europe du coup. Est-ce qu'il y a un prisme au niveau des entreprises européennes que vous sélectionnez par rapport à, en fait à leur exposition justement par exemple à la Chine aujourd'hui? C'est une bonne question. Notamment, on peut penser à LVMH. LVMH a une forte exposition à la Chine. Mais pas seulement, c'est des grands groupes. Si vous regarderez dans la slide qui avait été proposée, il y a les capitalisations des entreprises dans lesquelles on investit. On est en moyenne à plus de 90 milliards de capitalisation. On est donc dans des grands groupes qui sont diversifiés. Euh, on est dans des 91 milliards. On est dans des grands groupes diversifiés. Donc si on pense à LVMH, bien entendu, la Chine et ce qui se passe en Chine actuellement, hein, je vous le rappelle, il y a près de l'équivalent de 40% du PIB chinois qui est plus ou moins à l'arrêt. À la suite de leur politique de zéro Covid. Donc oui, il y a des titres européens qui peuvent en souffrir de différentes façons. Certains sur le côté demande, certains sur le côté coût, chaîne d'approvisionnement. Donc là, on pense notamment au secteur automobile qui peut souffrir, hein. Les chaînes d'approvisionnement du secteur automobile sont très dépendantes de la Chine. Néanmoins, ce qu'on va regarder chez Carmignac, et c'est ce qu'on a vu sur la saison des résultats, c'est que du côté de la demande en Chine, même si les économies étaient à l'arrêt, la demande reste importante. On l'a vu avec LVMH, la demande en Chine était toujours importante. Chez Hermès, c'est pareil, malgré la fermeture de certains magasins, notamment à Shanghai. Les chiffres ont quand même été bons. Donc il va peut-être falloir faire un peu plus attention sur les prochaines semaines ou peut-être les prochains mois en fonction de ce qui se passe au niveau du Covid en Chine et de la fermeture de l'économie chinoise sur plutôt les entreprises qui sont exposées euh, au secteur, qui sont exposées à la Chine, mais via la chaîne d'approvisionnement. D'accord, d'accord. C'est entendu. Peut-être une toute dernière question pour enclore cette session, c'est quels sont les principaux rendez-vous à attendre d'ici la fin de la semaine, en fait, enfin, c'est d'ici la semaine prochaine. S'il y a des rendez-vous phares éventuellement à attendre sur les marchés financiers, quels pourraient être ces rendez-vous du coup? Sur les Alors, bien prochaines sûr, les semaines, élections françaises, on est d'accord. exactement. Sur les prochaines semaines, on a les élections françaises ça va Oui. être l'élément phare de cette semaine et plutôt de la semaine prochaine au final, en fonction du résultat. Même si nous, chez Carmignac, on pense que quelque part, c'est le troisième tour qui va être le plus important, c'est-à-dire les législatifs et Oui. qu'est-ce qui va pouvoir se passer au niveau législatif, parce que on peut avoir des blocages, on peut avoir une cohabitation qui pourrait remettre beaucoup de choses en question. Bien entendu, on a ce qui se passe au niveau des élections françaises. On a également potentiellement ce qui va se passer toujours au niveau de la guerre en Ukraine et comme je l'expliquais tout à l'heure, un potentiel embargo du pétrole russe euh, par l'Union européenne. Donc ça pourrait avoir un impact majeur sur l'inflation, sur les entreprises, sur le coût de l'énergie, sur les consommateurs. Donc c'est quelque chose qu'on va vraiment surveiller de notre côté. Et même un petit peu plus long terme, enfin on parle de début juin, on a également la Banque Centrale Européenne, où on s'attend à beaucoup, il y aura le rendez-vous de la Banque Centrale Européenne, et on s'attend à beaucoup plus cette fois-ci de nouveautés et à une normalisation de la politique de la Banque Centrale Européenne. Amorcé, c'est entendu. C'est d'accord. Merci énormément, William. Merci à vous, chers clients, d'avoir répondu présent. Et nous vous donnons donc du coup rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle session. Merci énormément. Bonne fin de Merci journée et beaucoup. bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.